de Hurlevent par Émilie Brontë. Chapitre 25. Toutes ces choses se sont passées l'hiver dernier, monsieur, dit madame Dean. Il n'y a guère plus d'un an. L'hiver dernier, je ne pensais pas qu'après 12 mois révolus, je distrairais un étranger à la famille, en lui en faisant le récit. Mais qui sait combien de temps vous resterez un étranger ? Vous êtes trop jeune pour vous trouver toujours satisfait de vivre seul. Et j'ai quelque idée qu'il est impossible de voir Catherine Linton sans l'aimer. Vous souriez. Mais pourquoi avez-vous l'air si animé et si intéressé quand je vous parle d'elle ? Pourquoi m'avez-vous demandé d'accrocher son portrait au-dessus de votre cheminée ? Pourquoi ? Arrêtez, ma bonne amie, m'écriai-je. Il serait possible que je l'aimasse, mais m'aimerait-elle ? J'en doute trop pour risquer ma tranquillité en me laissant aller à la tentation. De plus, je ne suis pas d'ici. Je suis entraînée dans le tourbillon du monde et il faut que j'y retourne. Continuez. Catherine s'est-elle montrée obéissante aux ordres de son père ? Oui, reprit ma femme de charge. Son affection pour lui restait le sentiment dominant dans son cœur. Et puis, il lui avait parlé sans colère. Il lui avait parlé avec la tendresse profonde d'un homme qui est sur le point d'abandonner au milieu de dangers et d'ennemis ce qu'il a de plus cher, sans pouvoir lui léguer d'autre aide et d'autre guide que le souvenir de ses paroles. Il me dit quelques jours plus tard « Je voudrais que mon neveu écrivît, Hélène, ou qu'il vînt. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de lui. Est-il changé en mieux ? Ou y a-t-il du moins quelque espoir qu'il s'améliore en devenant un homme ? Il est très délicat, monsieur, et il est peu vraisemblable qu'il atteigne l'âge d'homme. Mais ce que je puis dire, c'est qu'il ne ressemble pas à son père. Si le malheur voulait que Catherine l'épousât, elle pourrait avoir de l'empire sur lui, si toutefois elle ne cédait pas à une indulgence excessive et absurde. D'ailleurs, monsieur, vous aurez tout le temps de le connaître et de juger s'il conviendrait à votre fille, car il s'en faut encore plus de 4 ans qu'il atteigne sa majorité. Edgar soupira, s'avança vers la fenêtre et regarda dans la direction de l'église de Gimmerton. L'après-midi était brumeuse, mais le soleil de février brillait d'un éclat trouble, et l'on pouvait distinguer tout juste les 2 sapins dans le cimetière et les quelques pierres tombales éparses. « J'ai souvent prié, dit-il, en se parlant à moitié à soi-même, pour hâter l'approche de l'événement qui vient. Maintenant je commence à trembler et à le redouter. Je croyais que le souvenir de l'heure où, nouveau marié, j'ai descendu ce vallon serait moins doux que la perspective de le remonter bientôt, dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être, pour être déposé dans ce coin solitaire. Hélène, j'ai été bien heureux avec ma petite Cathy. Pendant les soirs d'hiver et les jours d'été, elle a été à mes côtés, un vivant espoir. Mais je n'ai pas été moins heureux en rêvant seul parmi ces pierres, à l'ombre de cette vieille église, couché, pendant les longues soirées de juin, sur le tertre vert de la tombe de sa mère, et aspirant au moment où je pourrais à mon tour reposer là. Que puis-je faire pour Cathy ? Comment dois-je la quitter ? Je ne serai pas arrêté un instant par la pensée que Linton est le fils de Heathcliff, ni par la pensée qu'il me la prendrait, s'il pouvait la consoler de ma perte. Peu m'importerait que Heathcliff arrivât à ses fins et triomphât en me dépouillant de ma dernière consolation. Mais si Linton est un être méprisable, s'il n'est qu'un jouet aux mains de son père, je ne peux pas la lui abandonner. Quelque dur qu'il soit de réfréner sa nature exubérante, il faut que je continue de l'attrister tant que je vivrai, et il faut que je la laisse seule quand je mourrai. La pauvre chérie. J'aimerais mieux la confier à Dieu et la coucher en terre avant moi. Confiez-la à Dieu, en tout cas, monsieur, et si nous devions vous perdre, puisse-t-il nous épargner ce malheur, je resterai son ami et son guide jusqu'à la fin. Si sa providence le permet. Mais Miss Catherine a une bonne nature. Je ne crains pas qu'elle s'engage volontairement dans la mauvaise voie. Et les gens qui font leur devoir finissent toujours par être récompensés. Le printemps approchait. Pourtant, mon maître ne recouvrait pas sérieusement ses forces, bien qu'il eût repris ses promenades avec sa fille.
Inexpérimentée comme elle l'était, celle-ci voyait dans ce fait seul un indice de convalescence. Puis, son père avait souvent les pommettes rouges, les yeux brillants. Elle était sûre qu'il se rétablissait. Le jour anniversaire de ses 17 ans, il ne se rendit pas au cimetière. Il pleuvait, et j'observais. « Vous ne sortirez certainement pas ce soir, monsieur ?» Il répondit. « Non. Cette année, je remettrai ma visite, à un peu plus tard. » Il écrivit de nouveau à Linton en exprimant le vif désir de le voir. Si le jeune malade eût été en état de se présenter, je ne doute pas que son père ne lui eût permis de le faire. Quoi qu'il en soit, Linton envoya une réponse, évidemment inspirée, où il donnait à entendre que M. Heathcliff s'opposait à ce qu'il vînt à la grange, mais que le bon souvenir de son oncle le touchait vivement, qu'il espérait le rencontrer quelquefois au cours de ses excursions, et qu'il lui demanderait de vive voix que sa cousine et lui ne restassent pas longtemps si complètement séparés. Cette partie de la lettre était simple, et probablement de son cru. Heathcliff savait qu'il était capable de plaider éloquemment sa propre cause quand il s'agissait de la compagnie de Catherine. « Je ne demande pas, » écrivait Linton, « qu'elle soit autorisée à venir ici. Mais suis-je condamné à ne jamais la voir parce que mon père me défend d'aller chez elle et que vous lui défendez de venir chez moi ? Venez de temps en temps à cheval avec elle, du côté des Hauts, et laissez-nous échanger quelques paroles en votre présence. Nous n'avons rien fait pour mériter cette séparation. Vous n'êtes pas fâché contre moi. Vous n'avez aucune raison de m'en vouloir. Vous en convenez vous-même. Cher oncle, envoyez-moi un gentil petit mot demain et permettez-moi de vous rencontrer partout où il vous plaira, excepté à Thrushcross Grange. Je crois qu'une entrevue vous convaincrait que je n'ai pas le caractère de mon père. Il affirme que je suis plus votre neveu que son fils. Bien que j'aie des défauts qui me rendent indigne de Catherine, elle les excuse, et pour l'amour d'elle, vous devriez les excuser aussi. Vous me demandez des nouvelles de ma santé. Elle est meilleure. Mais tant que je resterai privé de tout espoir et condamné à la solitude ou à la société de ceux qui ne m'ont jamais aimé et ne m'aimeront jamais, comment pourrais-je être gai ou bien portant ? Quelque intérêt qu'il portât à son neveu, Edgar ne put consentir à lui accorder sa requête, parce que lui-même n'était pas en état d'accompagner Catherine. Il répondit qu'en été, peut-être, ils pourraient se rencontrer. En attendant, il souhaitait que Linton continuât d'écrire de temps en temps, et il s'engageait à lui donner par lettre tous les conseils et tous les encouragements possibles, car il savait combien sa position dans sa famille était pénible. Linton acquiesça à ce désir. S'il eût été livré à lui-même, il aurait probablement tout gâté en remplissant ses lettres de plainte et de récrimination. Mais son père le surveillait de près, et bien entendu, exigeait que chaque ligne qu'envoyait mon maître lui fût montrée. De sorte que Linton, au lieu de dépeindre ses souffrances et ses misères personnelles, thème qui absorbait constamment ses pensées, revenait toujours sur la cruelle obligation où il était tenu de rester séparé de l'objet de son amitié et de son amour. Il insinuait doucement que, si M. Linton n'autorisait pas bientôt une rencontre, il se croirait systématiquement leurré par des promesses sans consistance. Il avait en Catherine une puissante alliée dans la place. À eux deux, ils finirent par persuader mon maître de consentir qu'ils finissent ensemble une promenade à cheval ou à pied, environ une fois par semaine, sous ma surveillance, et dans la partie de la lande la plus voisine de la grange, car juin était arrivé, et lui-même continuait à s'affaiblir. Bien qu'il eût mis de côté annuellement une partie de son revenu pour constituer la fortune de ma jeune maîtresse, il avait le désir bien naturel qu'elle pût garder, ou au moins retrouver, au bout de peu de temps, la maison de ses ancêtres. Et il considérait que la seule chance qu'elle eût d'y arriver se trouvait dans une union avec son héritier. Il ne se doutait pas que ce dernier déclinait aussi rapidement que lui-même. Personne, d'ailleurs, ne s'en doutait, je crois. Jamais un médecin ne venait à Hurlevent, et Master Heathcliff ne recevait la visite de personne qui pût nous renseigner sur son état. Pour ma part, je commençais à croire que mes pressentiments étaient faux, et qu'il devait être en voie de rétablissement, puisqu'il parlait de promenades à cheval et à pied dans la lande, et paraissait très attaché à la réussite de ses desseins.
Je n'imaginais pas qu'un père pût traiter son enfant mourant d'une façon aussi tyrannique et cruelle que Heathcliff faisait, comme je l'appris plus tard, pour le contraindre à cette ardeur apparente. Et ses efforts redoublaient à mesure que la mort menaçait d'une plus imminente défaite ses plans intéressés et implacables. Chapitre 26. Les premières semaines de l'été étaient déjà passées quand Edgar céda à regret à leurs prières, et que pour la première fois Catherine et moi partîmes à cheval afin d'aller retrouver son cousin. Le temps était lourd, l'air étouffant, le soleil restait caché, mais le ciel, pommelé et brumeux, n'annonçait pas la pluie. Notre rendez-vous avait été fixé à la borne indicatrice, à la croisée des routes, mais en y arrivant, nous trouvâmes un petit pâtre envoyé en messager, qui nous dit que Master Linton était juste au bord du versant des Hauts, et qu'il nous serait bien obligé d'aller un peu plus loin. Alors, Master Linton a oublié la première injonction de son oncle, observai-je. Celui-ci nous a dit de rester sur le territoire de la grange, et par là, nous en sortons aussitôt. Bon, nous ferons faire demi-tour à nos chevaux quand nous l'aurons rejoint, répondit ma compagne. Notre promenade consistera à revenir vers la maison. Mais quand nous l'eûmes rejoint à un quart de mille de chez lui à peine, nous vîmes qu'il n'avait pas de cheval. Nous fûmes forcés de mettre pied à terre et de laisser brouter nos bêtes. Il était couché sur la bruyère et, en nous attendant, et ne se leva que lorsque nous fûmes à quelques mètres de lui. Sa démarche était si mal assurée et il était si pâle que je m'écriai aussitôt. « Mais, Master Heathcliff, vous n'êtes pas en état de faire une promenade ce matin, comme vous avez mauvaise mine. » Catherine l'observait avec chagrin et surprise. L'exclamation de joie qui était sur ses lèvres se changea en un cri d'effroi, et au lieu de le congratuler sur cette rencontre si longtemps différée, elle lui demanda avec inquiétude s'il se trouvait plus mal qu'à l'ordinaire. « Non, mieux, dit-il en haletant. Il tremblait et retenait sa main dans les siennes comme s'il en eût eu besoin pour s'appuyer, tandis que ses grands yeux bleus s'abaissaient timidement sur elle. Les creux qui les entouraient maintenant transformaient leur expression languissante d'autrefois en une sauvagerie farouche. « Mais vous avez été plus mal, insista sa cousine. « Plus mal que quand je vous ai vu la dernière fois. Vous êtes plus maigre et... Je suis fatigué, interrompit-il précipitamment. Il fait trop chaud pour marcher. Reposons-nous ici. Le matin, je me sens souvent mal à l'aise. Papa dit que je grandis trop vite. » Peu satisfaite, Catherine s'assit, et il s'étendit près d'elle. « Ceci est un peu comme votre paradis, dit-elle, en faisant un effort pour paraître gaie. Vous vous souvenez que nous étions convenus de passer 2 journées à l'endroit, et de la manière que chacun de nous jugeait la plus agréable? Cette journée-ci est presque la vôtre, sauf qu'il y a des nuages, mais ils sont si doux, si fondus. C'est plus joli que l'éclat du soleil. La semaine prochaine, si vous pouvez, nous descendrons à cheval jusqu'au parc de la Grange et nous essaierons ma journée. » Linton ne paraissait pas se rappeler de quoi elle parlait, et il avait manifestement beaucoup de difficultés à soutenir une conversation quelconque. Son manque d'intérêt pour les sujets qu'elle abordait, comme son incapacité à contribuer à la distraire, était si évident qu'elle ne put dissimuler son désappointement. Toute la personne et toutes les manières de son cousin avaient subi une transformation indéfinissable. La maussaderie que les caresses pouvaient changer en tendresse avait fait place à une apathie insouciante. L'humeur contrariante de l'enfant qui s'irrite et se rend insupportable pour se faire câliner était devenue la morosité égoïste d'un invalide invétéré, repoussant les consolations et prêt à regarder comme une insulte la bonne humeur et la gaieté des autres. Catherine s'aperçut aussi bien que moi que notre société était pour lui plutôt une punition qu'une récompense, et elle ne fit pas scrupule de proposer sur le champ de partir. Cette proposition eut l'effet inattendu de tirer Linton de sa léthargie et de le plonger dans un état d'excitation extraordinaire.
Il jetait des coups d'œil craintifs du côté des hauts, et il la pria de vouloir bien rester encore une demi-heure, au moins. « Mais je pense, dit Cathy, que vous seriez mieux chez vous qu'ici. Je vois qu'aujourd'hui, je ne peux vous amuser ni avec mes histoires, ni avec mes chansons, ni avec mon bavardage. Vous êtes devenu plus sérieux que moi durant ces 6 mois. Vous avez peu de goût pour mes divertissements à présent. Sans cela, si je pouvais vous amuser, je resterais bien volontiers. Restez, pour vous reposer. Et puis, Catherine, ne croyez pas, ou ne dites pas que je vais très mal. C'est ce temps lourd et cette chaleur qui m'abattent, et la marche que j'ai faite avant votre arrivée était bien longue pour moi. Dites à mon oncle que je me porte assez bien, voulez-vous ? Je lui dirai comme vous le dites, Linton. Je ne pourrais pas lui affirmer que c'est vrai, observa ma jeune maîtresse, surprise de son obstination à soutenir ce qui était évidemment faux. Revenez jeudi prochain, reprit-il, en évitant ce regard intrigué, et remerciez-le de vous avoir permis de venir. Remerciez-le bien, Catherine, et si vous rencontriez mon père, et qu'il vous interrogeât à mon sujet, ne lui laissez pas supposer que j'ai été muet et stupide. N'ayez pas l'air triste et abattu, comme en ce moment. Il se mettrait en colère. Je ne me soucie nullement de sa colère, s'écria Catherine, s'imaginant que c'était elle qui en serait l'objet. Mais moi je m'en soucie, dit son cousin en frissonnant. Ne l'excitez pas contre moi, Catherine, car il est très dur. Est-il sévère pour vous, Master Heathcliff ? Demandai-je. S'est-il lassé de l'indulgence et a-t-il passé de la haine passive à la haine active ? Linton me regarda, mais ne répondit pas. Après être resté assis à côté de lui encore 10 minutes, pendant lesquelles il avait laissé tomber lourdement la tête sur la poitrine et n'avait fait entendre que des gémissements étouffés d'épuisement ou de souffrance, Cathy essaya de se distraire en cherchant des érelles qu'elle partagea avec moi. Elle ne lui en offrit pas, voyant que, si elle s'occupait de lui, elle ne ferait que le fatiguer et l'ennuyer. « Y a-t-il une demi-heure maintenant, Hélène ?» chuchota-t-elle enfin à mon oreille. « Je ne vois pas pourquoi nous resterions. Il dort, et papa doit désirer que nous rentrions. » « Bien, mais nous ne pouvons pas le quitter pendant qu'il dort. Attendez qu'il se réveille, et ayez un peu de patience. Vous étiez bien pressé de vous mettre en route, mais votre envie de voir le pauvre Linton s'est vite dissipée. »« Et pourquoi désirait-il me voir, lui ?» répliqua Catherine. « Autrefois, dans ses pires humeurs, il me plaisait plus que maintenant, dans cette étrange disposition d'esprit. On dirait que cette entrevue est pour lui une tâche qu'il est forcé de remplir par crainte que son père ne le gronde. Mais je n'ai guère envie de venir pour faire plaisir à Monsieur Heathcliff. Quelque motif qu'il puisse avoir d'imposer à Linton cette pénitence. Bien que je me réjouisse que sa santé soit meilleure, je regrette qu'il soit devenu tellement moins aimable et moins affectueux pour moi. » « Vous pensez donc que sa santé est meilleure ? » ?»« Oui, car vous savez combien il se plaignait toujours de ses souffrances. Il ne se porte pas assez bien, comme il voulait que je le dise à papa, mais il va mieux, selon toute apparence. » « Nous différons d'avis là-dessus, Miss Cathy. Je croirais plutôt qu'il va beaucoup plus mal. » À ce moment, Linton se réveilla en sursaut d'un air effrayé et demanda si quelqu'un ne l'avait pas appelé. « Non, dit Catherine, à moins que ce ne soit dans vos rêves. Je ne comprends pas comment vous pouvez somnoler dehors dans la matinée. »« Oh, il me semblait avoir entendu mon père, reprit-il en respirant péniblement et en jetant un regard vers le talus qui surplombait à côté de nous. Vous êtes sûr que personne n'a parlé ? Absolument sûr. Hélène et moi seulement, nous discutions au sujet de votre santé. Vous sentez-vous vraiment plus fort, Linton, que quand nous nous sommes séparés l'hiver dernier ? S'il en est ainsi, je suis certaine en tout cas qu'il y a une chose qui n'est pas plus forte. C'est l'intérêt que vous me portez. Mais dites-moi, êtes-vous plus fort ? Les larmes jaillirent des yeux de Linton tandis qu'il répondait. Oui, oui, certainement. Toujours obsédé par cette voix imaginaire, son regard errait de haut en bas pour découvrir d'où elle venait. Cathy se leva. « Pour aujourd'hui, il faut nous séparer, dit-elle. Je ne vous cacherai pas que j'ai été péniblement désappointée par ce rendez-vous.
mais je ne le dirai à nul autre que vous, bien que je n'ai pas peur de M. Heathcliff. « Chut !» murmura Linton. « Chut ! Pour l'amour de Dieu, il arrive !» Il s'accrocha au bras de Catherine en s'efforçant de la retenir. Mais à cette annonce, elle se dégagea vivement et siffla Minnie, qui lui obéit comme un chien. « Je serai ici jeudi prochain !» cria-t-elle en sautant en selle. « Au revoir. Vite, Hélène !» Ce fut ainsi que nous le quittâmes, à peine s'il se douta de notre départ, tant il était absorbé par l'idée de l'approche de son père. Avant que nous eussions atteint la maison, le déplaisir de Catherine s'était atténué pour faire place à une sensation mal définie de pitié et de regret, où se mêlaient abondamment des doutes et une inquiétude vague sur l'état réel, tant physique que moral, de Linton. Je partageais ses doutes, bien que je lui conseillasse de n'en pas trop parler. Une seconde rencontre nous permettrait de mieux juger. Mon maître réclama le détail de ce que nous avions fait. Miss Catherine lui transmit fidèlement les remerciements de son neveu et glissa légèrement sur le reste. De mon côté, je ne fournis que peu d'aliments à sa curiosité, car je ne savais trop ce qu'il fallait cacher et ce qu'il fallait révéler. Chapitre 27. Une semaine s'écoula, dont chaque jour fut marqué par une terrible altération de l'état d'Edgar Linton. Le mal, qui auparavant était l'œuvre des mois, était maintenant presque celle des heures. Nous aurions bien voulu continuer de cacher la vérité à Catherine, mais la vivacité de son esprit l'empêchait de se laisser leurrer. Elle devina en secret la terrible probabilité qui, peu à peu, devenait une certitude. Elle en fut dès lors obsédée. Quand revint le jeudi, elle n'eut pas le courage de faire allusion à sa promenade à cheval. Ce fut moi qui en parlai à sa place, et j'obtins l'autorisation de la forcer de sortir. Car la bibliothèque, où mon maître passait chaque jour quelques instants, les courts instants où il pouvait se tenir debout, et la chambre de son père, étaient devenus tout l'univers de Catherine. Elle éprouvait comme du remords quand elle n'était pas penchée sur son oreiller ou assise à côté de lui. Les veillées et le chagrin l'avaient rendue pâle, et mon maître l'envoya volontiers faire cette course, où il se flattait qu'elle trouverait un heureux changement d'air et de société. L'espoir qu'elle ne serait pas entièrement seule après sa mort était pour lui un réconfort. Il avait une idée arrêtée, que me révélèrent différentes observations qui lui échappèrent. C'était que, si son neveu lui ressemblait physiquement, il devait aussi lui ressembler moralement, car les lettres de Linton ne fournissaient que peu, ou pas d'indices des défauts de son caractère. Et moi, par une faiblesse excusable, je m'abstins de redresser son erreur. Je me demandais quel bien il y aurait à troubler ces derniers moments, par une information qu'il n'aurait ni le pouvoir, ni l'occasion de mettre à profit. Nous différâmes notre excursion jusqu'à l'après-midi. Une après-midi dorée d'août. Chaque souffle qui venait des hauteurs était si plein de vie qu'il semblait que celui-ci qui le respirait, fût-il mourant, dût revivre. Le visage de Catherine était exactement semblable au paysage. Les ombres et les rayons de soleil s'y succédaient avec rapidité. Mais les ombres y restaient plus longtemps. Les rayons de soleil y étaient plus fugitifs. Et son pauvre petit cœur se reprochait même ses oublis passagers de ses soucis. Nous aperçûmes Linton, qui nous attendait au même endroit qu'il avait choisi la fois précédente. Ma jeune maîtresse mit pied à terre et me dit que, comme elle était résolue de ne s'arrêter que fort peu de temps, je ferais mieux de tenir le poney, en restant à cheval. Mais je refusai. Je ne voulais pas courir le risque de perdre de vue, une minute, l'objet de ma surveillance. Nous montâmes donc ensemble la pente couverte de bruyère. Master Heathcliff nous reçut cette fois avec plus d'animation. Mais ce n'était l'animation ni de l'entrain, ni de la joie. Elle ressemblait plutôt à de la peur. « Il est tard, dit-il, d'une voix entrecoupée et pénible. « Votre père n'est-il pas très malade ? Je pensais que vous ne viendriez pas. »« Pourquoi ne pas être franc ?» s'écria Catherine, rengainant ses compliments. « Pourquoi ne pas dire d'abord que vous n'avez pas besoin de moi ? Il est étrange, Linton, que pour la seconde fois, vous me fassiez venir ici, dans l'intention apparemment de nous affliger tous deux et sans aucun autre motif. »
Linton frissonna et lui jeta un regard demi-suppliant, demi-honteux. Mais sa cousine n'avait pas la patience suffisante pour supporter cette conduite énigmatique. « Oui, mon père est très malade, dit-elle. Et pourquoi ai-je dû quitter son chevet ? Pourquoi ne m'avez-vous pas envoyé un mot pour me délier de ma promesse, puisque vous souhaitiez que je ne la tinsse pas ? Allons, je désire une explication. Le jeu et le badinage sont complètement bannis de mon esprit, et je n'ai pas de temps à perdre aujourd'hui, à regarder vos simagrées. »« Mes simagrées » murmura-t-il. « Où sont-elles ? Pour l'amour du ciel, Catherine, n'ayez pas l'air si fâchée. Méprisez-moi autant que vous voudrez. Je suis un être indigne, un lâche, un misérable. Je mérite tous les dédains. Mais je suis trop vile pour votre colère. Haïssez mon père et contentez-vous pour moi du mépris. »« Sottise !» s'écria Catherine, exaspérée. « Quel sot ! Quel stupide garçon ! Voilà maintenant qu'il tremble, comme si j'allais vraiment le toucher. Vous n'avez pas besoin de réclamer le mépris, Linton. Il n'est personne qui ne le tienne spontanément à votre service. Allez-vous-en. Je vais rentrer chez moi. C'est de la folie de vous arracher du coin du feu pour faire semblant. De quoi faisons-nous semblant ? Lâchez ma robe ! Si j'avais pitié de vos pleurs et de vos airs si effrayés, vous devriez repousser une telle pitié. Hélène, dites-lui que sa conduite est honteuse. Levez-vous et ne vous dégradez pas jusqu'à ressembler à un reptile abject. Entendez-vous ? La face ruisselante et angoissée, Linton s'était laissé tomber sur le sol. Il paraissait en proie à une terreur extrême. « Oh !» sanglotait-il. « Je n'y puis plus tenir. Catherine, Catherine, je suis un traître de surcroît et je n'ose pas vous dire. Mais si vous m'abandonnez, vous me tuez. Chère Catherine, ma vie est entre vos mains. Vous avez dit que vous m'aimiez, et si vous m'aimiez, la chose n'aurait pour vous rien de pénible. Vous n'allez pas partir, n'est-ce pas ? Bonne, douce Catherine, et peut-être voudrez-vous bien consentir, et il me laissera mourir avec vous. » Ma jeune maîtresse, à la vue de cette profonde angoisse, se baissa pour le relever. L'ancien sentiment d'indulgente tendresse surmonta son mécontentement. Elle fut sincèrement émue et alarmée. « Consentir à quoi ? » demanda-t-elle. « À rester ? Expliquez-moi le sens de cet étrange discours, et je resterai. Vous vous contredisez, et vous me faites perdre la tête. Soyez calme et sincère, et confessez sur-le-champ tout ce qui vous pèse sur le cœur. Vous ne voudriez pas me faire du tort, Linton, n'est-il pas vrai ? Vous ne laisseriez pas un ennemi me nuire, si vous pouviez l'en empêcher. Je crois que vous êtes lâche pour vous-même, mais que vous ne trahiriez pas lâchement votre meilleur ami. « Mais mon père m'a menacé, » dit le jeune homme, en cherchant sa respiration et en joignant ses doigts amaigris. « Et j'ai peur de lui, je n'ose rien dire. »« Oh, bon, » reprit Catherine, avec une compassion dédaigneuse. « Gardez votre secret. Je ne suis pas lâche, moi. Occupez-vous de votre sûreté. Je n'ai pas peur. » Cette noblesse d'âme provoqua les larmes de Linton. Il pleurait comme un désespéré, baisant les mains qui le soutenaient, et sans parvenir pourtant à trouver le courage de parler. Je me demandais quel pouvait bien être le mystère, et j'étais résolu de ne jamais permettre que Catherine pût souffrir dans l'intérêt de Linton ou de qui que ce fût, quand j'entendis un bruissement dans la bruyère. Je levai les yeux, et j'aperçus M. Heathcliff, presque sur nous, descendant des hauts. Il ne fit pas attention à mes deux compagnons, bien qu'ils fussent assez près de lui pour qu'il pût entendre les sanglots de Linton. Mais, me saluant sur le ton presque cordial qu'il réservait pour moi seul, et dont je ne pouvais m'empêcher de suspecter l'insincérité, il dit « C'est un événement de vous rencontrer si près de chez moi, Nelly. Comment cela va-t-il à la grange, dites-moi. » Le bruit court, ajouta-t-il plus bas, qu'Edgar Linton est sur son lit de mort. Peut-être exagère-t-on la gravité de son état ? Non, mon maître est mourant, répondis-je. Ce n'est que trop vrai. Ce sera un triste événement pour nous tous, mais une bénédiction pour lui. Combien de temps pensez-vous qu'il vive encore ?
Je n'en sais rien. C'est que, poursuivit-il, en couvrant les deux jeunes gens d'un regard qui les paralysa. Linton semblait n'oser se risquer à remuer, ni à lever sa tête, et Catherine, à cause de lui, ne pouvait pas bouger. C'est que ce gaillard-là a l'air décidé à déjouer mes plans. Je serais reconnaissant à son oncle de se hâter de partir avant lui. Y a-t-il longtemps que cet animal se livre à ce petit jeu? Je lui ai pourtant donné quelques leçons au sujet de ses pleurnicheries. Est-il un peu gai, en général, quand il est avec Miss Linton? Gai? Non, il a l'air d'être dans le plus profond abattement. À le voir, je dirais qu'au lieu de se promener dans la montagne avec sa bien-aimée, il devrait être dans son lit, entre les mains d'un médecin. Il y sera dans un jour ou deux, murmura Heathcliff. Mais auparavant. Debout, Linton! Debout! cria-t-il. Ne te vautre pas par terre! Debout! À l'instant! Linton s'était affaissé, en proie à une nouvelle crise de terreur insurmontable, provoquée par le regard de son père, je suppose. Rien d'autre n'aurait pu déterminer un pareil accablement. Il fit plusieurs efforts pour obéir, mais son peu de force était annihilé pour le moment, et il retomba en gémissant. M. Heathcliff s'avança, le souleva et l'adossa contre un talus gazonné. « Allons, dit-il, avec une férocité contenue, je vais me fâcher. Et si tu ne maîtrises pas cette pusillanimité, le diable t'emporte. Debout, sur le champ. »« Oui, mon père, haleta-t-il. Seulement laissez-moi seul, ou je vais m'évanouir. J'ai fait ce que vous vouliez, je vous assure. Catherine vous dira que j'ai été gai. Ah, restez près de moi, Catherine. Donnez-moi votre main. Prends la mienne, dit son père. Tiens-toi sur tes jambes. Bon, maintenant, elle va te prêter son bras. C'est bien. Regarde là. Vous pourriez croire que je suis le diable même, Miss Linton, pour exciter une pareille horreur. Ayez l'obligeance d'aller jusqu'à la maison avec lui. Voulez-vous? Il frissonne quand je le touche. Linton, mon cher Linton, dit Catherine à voix basse, je ne peux pas aller à Hurlevent. Papa me l'a défendu. Il ne vous fera pas de mal. Pourquoi avez-vous si grand peur? Je ne puis pas rentrer dans cette maison. Il est impossible que j'y rentre sans vous. Halte! Cria son père. Respectons les scrupules filiaux de Catherine. Nelly, faites-le rentrer, et je vais suivre sans délai votre avis concernant le docteur. Vous ferez bien, répliquai-je, mais il faut que je reste avec ma maîtresse. M'occuper de votre fils n'est pas mon affaire. Vous n'êtes guère aimable, je le savais, mais vous allez me forcer de pincer le bébé et de le faire crier pour émouvoir votre pitié. Eh bien, viens ici, mon héros. Veux-tu rentrer avec moi? Il s'approcha encore et fit mine de vouloir saisir la fragile créature. Mais Linton recula, s'accrocha à sa cousine et la supplia de l'accompagner, avec une insistance frénétique qui n'admettait pas de refus. Malgré ma désapprobation, je ne pouvais pas m'y opposer. Et comment elle-même aurait-elle pu se dérober? Nous étions incapables de deviner ce qui le remplissait de terreur, mais il était là, anéanti par cette terreur, et il semblait qu'un rien eût suffi à le rendre fou. Nous atteignîmes le seuil de la maison. Catherine entra, et j'étais resté dehors, attendant qu'elle eût conduit l'invalide à son fauteuil, et pensant la voir reparaître aussitôt, quand M. Heathcliff, me poussant en avant, s'écria. « Ma maison n'est pas infectée de la peste, Nelly. Je me sens vaine d'hospitalité aujourd'hui. Asseyez-vous, et permettez-moi de fermer la porte. » Il la ferma, et tourna la clé. Je tressaillis. « Vous prendrez du thé avant de partir, » ajouta-t-il. « Je suis seul. Ayrton est allé aux Lises avec des bestiaux. Zilla et Joseph sont en excursion d'agrément. Quoique je sois habitué à la solitude, j'aime bien avoir quelques hôtes intéressants, quand je le puis. Miss Linton, asseyez-vous, près de lui. Je vous donne ce que j'ai. Le présent n'est guère digne d'être accepté, mais je n'ai rien d'autre à offrir.
C'est de Linton que je veux parler. Pourquoi cet air étonné? C'est étrange, mais je me sens pris de sauvagerie envers tout ce qui paraît avoir peur de moi. Si j'étais dans un pays où les lois fussent moins strictes et les goûts moins raffinés, je m'offrirais une lente vivisection de ces deux êtres comme amusement d'une soirée. Il respira profondément, frappa sur la table et jura, en se parlant à soi-même. Par l'enfer, je les hais. Je n'ai pas peur de vous, s'écria Catherine, qui n'avait pu entendre la fin de ce discours. Elle s'approcha, tout près de lui. Ses yeux noirs flamboyaient de passion et de décision. Donnez-moi cette clé, je veux la voir. Je ne mangerai ni ne boirai ici. Dussé-je périr d'inanition? Heathcliff tenait la clé dans la main qui était restée posée sur la table. Il leva les yeux, saisi d'une sorte de surprise par cette hardiesse, ou peut-être la voix et l'aspect de Catherine lui rappelaient-ils celles dont elle les avait hérités. Elle attrapa la clé et réussit à la dégager à moitié de ses doigts, qui s'étaient desserrés. Mais cet acte le rappela au présent, et il la reprit rapidement. « Allons, Catherine Linton, dit-il, tenez-vous à distance ou je vous envoie rouler à terre, ce qui rendra folle madame Dean. » Indifférente à cet avertissement, elle ressaisit la main qui enfermait la clé. « Nous voulons nous en aller !» répéta-t-elle, en faisant des efforts désespérés pour obliger ses muscles d'acier à se relâcher. Voyant que les ongles ne produisaient pas d'effet, elle y appliqua les dents, avec une belle énergie. Heathcliff me lança un regard qui m'empêcha un moment d'intervenir. Catherine était trop occupée de ses doigts pour remarquer son visage. Il ouvrit brusquement la main et abandonna l'objet de la dispute. Mais avant qu'elle eût eu le temps de bien le tenir, il la saisit de sa main devenue libre et l'attirant contre son genou, lui administra de l'autre main, sur les deux côtés de la tête, une volée de tapes formidables, dont une seule aurait réussi à réaliser sa menace, si Cathy avait pu tomber. À la vue de cette violence diabolique, je me précipitai sur lui avec fureur. « Gredin !» m'écriai-je. « Gredin !» Un coup à la poitrine me fit taire. Je suis un peu forte, et je perds facilement la respiration. Ajoutez l'effet de ma rage. Je reculais, tout étourdi, en titubant. Je me sentais sur le point d'étouffer ou de me rompre un vaisseau sanguin. La scène ne dura pas plus de 2 minutes. Catherine, qui l'avait lâché, porta les 2 mains à ses tempes. Elle semblait ne pas être bien sûre d'avoir encore ses oreilles. Elle tremblait comme un roseau, la pauvre petite, et s'appuyait sur la table, complètement abasourdie. « Je sais corriger les enfants. Vous voyez ?» dit le coquin d'un air féroce, en se baissant pour ramasser la clé qui était tombée à terre. « Allez près de Linton maintenant, comme je vous l'ai dit, et pleurez, tout à votre aise. Demain, je serai votre père, dans quelques jours, le seul père que vous aurez, et vous recevrez votre compte en fait de coups. Vous pouvez en supporter une bonne ration. Vous n'êtes pas une chétive créature. Vous en tâterez tous les jours, si je vois encore briller dans vos yeux cette damnée colère. » Au lieu d'aller rejoindre Linton, Cathy courut à moi, s'agenouilla et appuya sur mon épaule sa joue brûlante, en pleurant tout haut. Son cousin s'était réfugié au bout du banc, tranquille comme une souris, et se félicitant, j'imagine, que la correction fût tombée sur une autre que lui. M. Heathcliff, voyant le trouble où nous étions tous, se leva et fit rapidement le thé lui-même. Les tasses et les soucoupes étaient disposées sur la table. Il versa le thé et me tendit une tasse. « Noyez-moi votre bile là-dedans, » dit-il, « et occupez-vous de votre mauvais bébé et du mien. Ce n'est pas un breuvage empoisonné, bien que ce soit moi qui l'ai préparé. Je vais chercher vos chevaux. » Notre première pensée, quand il fut parti, fut de tâcher de nous frayer une sortie. Nous essayâmes la porte de la cuisine, mais elle était verrouillée à l'extérieur. Nous examinâmes les fenêtres, elles étaient trop étroites, même pour les formes minces de Catherine. « Master Linton !» m'écriai-je, en voyant que nous étions vraiment emprisonnés. « Vous savez ce que manigance votre démon de père, et vous allez nous le dire, sans quoi je vous gifle, comme il a giflé votre cousine. »« Oui, Linton, vous devez le dire, » ajouta Catherine. « C'est pour vous que je suis venue. Vous seriez un méchant ingrat si vous refusiez. »« Donnez-moi un peu de thé, j'ai soif. Ensuite je vous le dirai. Madame Dean, éloignez-vous.
Je n'aime pas que vous soyez si près de moi. Allons, Catherine, voilà. Voilà que vous laissez tomber vos larmes dans ma tasse. Je ne veux pas boire cela. Donnez-moi une autre. Catherine lui laissa une autre tasse et s'essuya la figure. J'étais dégoûtée du sang-froid du petit drôle, maintenant qu'il ne ressentait plus de terreur pour lui-même. L'angoisse qu'il avait éprouvée dans la lande s'était apaisée dès qu'il était entré à Hurlevent. J'en conclus qu'il avait été menacé d'une terrible explosion de colère s'il n'avait pas réussi à nous y attirer. Sa tâche accomplie, il n'avait pas d'autre crainte immédiate. « Papa veut que nous nous marions, » continua-t-il après avoir bu quelques gorgées. « Il sait que votre papa ne nous laisserait pas nous marier à présent. Il a peur que je ne meure si nous tardons. Aussi, devons-nous être mariés demain matin. Vous resterez ici toute la nuit. Si vous faites ce qu'il désire, vous retournerez chez vous demain et vous m'emmènerez avec vous. » « Vous emmenez avec elle, misérable idiot !» m'écriai-je. « Vous ? Vous mariez ? Allons, l'homme est fou, ou il nous croit folles toutes les deux. Vous figurez-vous que cette belle, vigoureuse, vaillante jeune fille va se lier à un petit singe agonisant comme vous ? Nourrissez-vous l'illusion que personne, sans parler de Miss Catherine Linton, voudrait vous avoir pour époux ? Vous mériteriez le fouet, rien que pour nous avoir amenés ici, avec vos comédies et vos lâches-piailleries. Et ne prenez pas cet air niais maintenant. J'ai bonne envie de vous secouer sérieusement, pour votre méprisable traîtrise et votre imbécile vanité. Je le secouai légèrement, mais cela suffit à amener la toux. Il recourut à ses gémissements et à ses pleurs habituels, et Catherine me gronda. « Rester toute la nuit ? » ?»« Non, » dit-elle, en regardant lentement autour d'elle. « Hélène, je mettrai le feu à cette porte, mais je sortirai. » Elle eût passé aussitôt de la menace à l'exécution si Linton n'eût de nouveau pris l'alarme pour son cher soi-même. Il la serra dans ses faibles bras en sanglotant. « Ne voulez-vous pas m'accepter et me sauver ? Ne voulez-vous pas me laisser venir à la grange ? Oh, ma Catherine chérie ! Il ne faut pas que vous partiez et que vous m'abandonniez en tout cas. Il faut que vous obéissiez à mon père, il le faut. Il faut que j'obéisse au mien et fasse cesser sa cruelle attente. Toute la nuit ? Que penserait-il ? Il doit être déjà terriblement inquiet. Je sortirai de cette maison en brisant ou en brûlant quelque chose. Restez tranquille. Vous n'êtes pas en danger. Mais si vous m'empêchez, Linton, j'aime papa plus que vous. » La frayeur mortelle que lui inspirait la colère de M. Heathcliff rendit au jeune homme l'éloquence de la lâcheté. Catherine était presque folle. Pourtant, elle persistait à vouloir rentrer chez elle et essaya à son tour les prières pour le persuader de dominer sa terreur égoïste. Pendant qu'ils étaient ainsi occupés, notre geôlier rentra. « Les bêtes se sont sauvées, dit-il. Eh bien, Linton, encore à pleurnicher ? Que t'a-t-elle fait ? Allons, finis, et va te coucher. Dans 1 mois ou 2, mon gaillard, tu seras en état de lui rendre d'une main vigoureuse la monnaie de ses tyrannies d'à présent. Tu dépéris tout simplement d'amour, n'est-ce pas ? Ce n'est rien d'autre que cela, et elle t'acceptera. Allons, au lit. Zillah n'est pas là ce soir, il faudra que tu te déshabilles toi-même. Silence, qu'on ne t'entende plus. Une fois dans ta chambre, je ne viendrai pas te déranger. Inutile d'avoir peur. Par hasard, tu t'es tiré d'affaire à peu près convenablement. Le reste me regarde. » Tout en parlant, il tenait la porte ouverte pour laisser passer son fils. Celui-ci fit sa sortie exactement à la manière d'un épagneul qui soupçonnerait la personne qui le surveille de vouloir l'écraser perfidement. Heathcliff referma la porte à clé et s'approcha du feu, devant laquelle ma maîtresse et moi nous nous tenions en silence. Catherine leva les yeux et porta instinctivement la main à sa joue. Le voisinage de notre hôte ravivait chez elle une pénible sensation. Tout autre eût été incapable de considérer avec rudesse ce geste d'enfant. Mais lui prit un air renfrogné et murmura. « Ah, vous n'avez pas peur de moi ? Votre courage est bien dissimulé. Vous avez l'air d'avoir diablement peur. »« J'ai peur maintenant, répliqua-t-elle, parce que si je reste ici, papa va être très malheureux.
Et comment pourrais-je supporter l'idée de le rendre malheureux Monsieur Heathcliff, laissez-moi rentrer à la maison. Je promets d'épouser Linton. Cela plaisait à papa, et je l'aime. Pourquoi voudriez-vous me forcer de faire ce que je ferais volontiers de moi-même? Qu'il ose vous y forcer, m'écriai-je. Il y a des lois dans ce pays, grâce à Dieu. Oui, il y en a, bien que nous soyons dans un coin perdu. Fût-il mon propre fils, que je le dénoncerais, et c'est une félonie sans privilège de clergie. Silence, dit le coquin. Au diable vos clameurs. Je ne vous demande pas votre avis. Miss Linton, ce sera pour moi une satisfaction profonde de penser que votre père est malheureux. Je n'en dormirai pas de joie. Vous ne pouviez pas trouver un meilleur moyen de vous assurer pour 24 heures une résidence sous mon toit que de m'informer que ce séjour aurait cette conséquence-là. Quant à votre promesse d'épouser Linton, je prendrai soin que vous la teniez, car vous ne quitterez pas cette maison avant qu'elle soit exécutée. Alors, envoyez Hélène faire savoir à papa que je suis sauve, s'écria Catherine, en pleurant amèrement. Ou mariez-moi à l'instant. Pauvre papa, Hélène, il va nous croire perdus. Que faire? Pas du tout, répondit Heathcliff. Il croira que vous êtes fatigué de le soigner et que vous avez pris la clé des champs pour vous divertir un peu. Vous ne pouvez pas nier d'être entré chez moi de votre plein gré, au mépris de ces injonctions qui vous le défendaient. Il est naturel que vous désiriez de l'amusement à votre âge et que vous soyez las de veiller un malade, quand ce malade est simplement votre père. Catherine, ces jours les plus heureux étaient passés quand vos jours ont commencé. Il vous a maudite. Je ne crains pas de le dire quand vous êtes venue au monde. Moi, en tout cas, je vous ai maudite. Et il serait tout à fait satisfaisant qu'il vous maudit quand il en sortira lui-même. J'en ferais autant. Je ne vous aime pas. Comment vous aimerais-je? Assez de larmes. Autant que je puis le prévoir, ce sera votre principale distraction par la suite, à moins que Linton ne vous dédommage des pertes que vous subirez d'autre part. Et votre prévoyant père paraît s'imaginer qu'il en est capable. Ces lettres de conseil et de consolation m'ont considérablement diverti. Dans sa dernière, il recommandait à mon chéri d'être bien soigneux de sa chérie, et bon pour elle quand elle serait à lui. Soigneux et bon, voilà qui est paternel. Mais Linton a besoin pour lui-même de tous ses soins et de toute sa bonté. Linton peut très bien jouer le petit tyran. Il se chargera de torturer autant de chats qu'on voudra, pourvu qu'on leur ait arraché les dents et rogné les griffes. Vous aurez de jolis récits de sa bonté à faire à son oncle quand vous rentrerez chez vous, je vous assure. Sur ce point, vous avez raison, dis-je. Expliquez le caractère de votre fils, montrez sa ressemblance avec le vôtre. Et alors, j'espère que Miss Cathy y regardera à 2 fois avant d'accepter ce cadeau empoisonné. Je n'ai pas besoin d'insister pour le moment sur ses aimables qualités, car elle doit l'accepter ou demeurer prisonnière, et vous avec elle, jusqu'à la mort de votre maître. Je puis vous retenir ici toutes les deux, parfaitement cachées. Si vous en doutez, encouragez-la à reprendre sa parole, et vous aurez l'occasion d'en juger. Je ne reprendrai pas ma parole, dit Catherine. Je l'épouserai avant 1 heure d'ici, si je puis ensuite retourner à Thrushcross Grange. Monsieur Heathcliff, vous êtes un homme cruel, mais vous n'êtes pas un démon, et vous ne voudrez pas, par pure méchanceté, détruire irrévocablement tout mon bonheur. Si papa croyait que je l'ai abandonné avec intention, et s'il mourait avant mon retour, comment pourrais-je supporter l'existence? J'ai fini de pleurer, mais je vais me mettre à genoux, là, devant vous, et je ne me relèverai pas, et mes yeux ne quitteront pas votre visage, que vous ne m'ayez regardé aussi. Non, ne vous détournez pas, regardez-moi. Vous ne verrez rien qui puisse vous fâcher, je ne vous hais pas. Je ne suis pas irritée que vous m'ayez frappé. N'avez-vous jamais aimé personne dans votre vie, mon oncle? Jamais? Ah, il faut bien que vous finissiez par me regarder. Je suis si misérable que vous ne pouvez vous empêcher d'être attristé et de me plaindre. Enlevez-moi ces doigts de lézard et allez-vous-en,
ou je vous envoie promener d'un coup de pied, cria Heathcliff en la repoussant brutalement. J'aimerais mieux être enlacé par un serpent. Comment diable pouvez-vous songer à me cajoler? Je vous abhorre. Il haussa les épaules, se secoua, comme si l'aversion qu'il éprouvait pour elle lui eût donné la chair de poule, et recula sa chaise. Je me levai, et j'ouvrais la bouche pour me répandre en invectives contre lui. Quand au milieu de ma première phrase, je fus rendue muette par la menace d'être enfermée seule dans une chambre à la prochaine syllabe que je prononcerais. Il commençait à faire sombre. Nous entendîmes un bruit de voix à la porte du jardin. Notre hôte courut aussitôt dehors. Il avait toute sa présence d'esprit, lui. Nous n'avions pas la nôtre. Il y eut une conversation de 2 ou 3 minutes. Puis il revint seul. Je pensais que c'était votre cousin Ayrton, fis-je observer à Catherine. Je voudrais bien qu'il arrivât. Qui sait s'il ne prendrait pas votre parti? C'étaient 3 domestiques, envoyés de la grange à votre recherche, dit Heathcliff qui m'avait entendu. Vous auriez dû ouvrir une fenêtre et appeler. Mais je jurerais que cette mioche est contente que vous n'en ayez rien fait. Elle est heureuse d'être obligée de rester, j'en suis certain. En apprenant la chance que nous avions laissé échapper, nous donnâmes cours toutes deux sans contrôle à notre chagrin. Il nous abandonna à nos lamentations jusqu'à 9 heures. Alors, il nous invita à monter, en passant par la cuisine, dans la chambre de Zillah. Je dis tout bas à ma compagne d'obéir. Peut-être, une fois là, pourrions-nous arriver à nous enfuir par la fenêtre, ou à passer dans un grenier d'où nous sortirions par la lucarne. Mais la fenêtre était étroite, comme celle du bas, et la trappe du grenier était à l'abri de nos tentatives. Nous étions enfermés, comme auparavant. Nous ne nous couchâmes ni l'une ni l'autre. Catherine s'installa près de la fenêtre et attendit anxieusement le jour. Un profond soupir fut la seule réponse que j'obtins aux fréquentes prières que je lui fis d'essayer de se reposer. Moi-même, je m'assis sur une chaise, où je ne cessais de m'agiter, en portant de sévères jugements sur mes nombreux manquements à mon devoir. Manquements dont venaient, j'en fus alors frappé, tous les malheurs de mes maîtres. En réalité, c'était une erreur, je le sais aujourd'hui. Mais pendant cette lugubre nuit, mon imagination me le persuadait, et Heathcliff lui-même me paraissait moins coupable que moi. À 7 heures, il vint demander si Miss Linton était levée. Elle courut aussitôt à la porte et répondit « Oui !»« Ici, alors !» dit-il en ouvrant, et il la tira dehors. Je me levai pour la suivre, mais il referma à clé. Je demandai à être relâché. « Un peu de patience !» répliqua-t-il. « Je vous enverrai votre déjeuner dans un instant. » Je frappai du poing sur le battant. Je secouai le loquet avec rage. Catherine demanda pourquoi j'étais tenu enfermé. Il répondit que je n'avais qu'à m'arranger pour supporter ma réclusion 1 heure encore. Et ils s'éloignèrent. J'eus à la supporter 2 ou 3 heures. Enfin, j'entendis un pas. Ce n'était pas celui de Heathcliff. « Je vous ai apporté quelque chose à manger, » dit une voix. « Ouvrez la porte. » J'obéis vivement, et j'aperçus Ayrton, chargé d'assez de vivres pour toute une journée. « Prenez, » ajouta-t-il, en me poussant le plateau dans les mains. « Restez 1 minute, commençai-je. « Non, » cria-t-il. Et il se retira, sans prêter attention à aucune des prières que je puis lui prodiguer pour le retenir. Je restai enfermé là toute la journée, et toute la nuit suivante, et encore une autre, et encore une autre. J'y restai 5 nuits et 4 jours en tout, sans voir personne que Ayrton une fois, tous les matins. C'était le modèle des geôliers, sombre, muet, et sourd à toutes mes tentatives pour émouvoir ses sentiments de justice ou de compassion. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. J'ai envie de faire une petite remarque ironique. Oh, mon pauvre petit Heathcliff, il est quand même malheureux. Il a été malheureux dans son enfance. C'est normal qu'il soit pas gentil après.
Je suis pas d'accord. Donc, on a lu 3 chapitres, si je ne me trompe pas. On a lu les chapitres 25, 26 et 27, où en gros, bon là, on sent quand même bien se pointer le mariage entre Linton et Catherine. Catherine qui, ma foi, a pas l'air complètement opposée non plus de base, sans qu'il y ait eu tout ce drama à se marier avec Linton. Bon, Linton qui est quand même, oui, il est pas gentil, mais il est malade, mais il est très chiant, ok. Par contre, Heathcliff, je pense qu'il est quelque part pris par le temps, parce qu'il se rend compte que son fils va pas faire long feu, et que Edgar Linton non plus. Et ce qui veut dire que si Edgar Linton décède, là, c'est un peu comme pour ceux qui ont écouté les 2 premiers livres que j'ai lus de Jane Austen, à savoir Raison et sensibilité et Orgueil et préjugés. Elle avait pas mal abordé le fait que les femmes en fait sont soumises par la loi aux hommes. Elles sont mineures. Si si Edgar Linton décède, si sa fille n'est pas mariée, ça veut dire elle va être recueillie par un cousin lointain, un oncle, quelque chose. Ils vont aller faire fouiller en fait au niveau de la famille pour voir qui c'est qui peut la prendre en charge. Parce qu'elle fait quand même partie de la petite noblesse. Elle est certes, bon, je pense qu'elle roule pas sur l'or, mais elle est pas non plus complètement désargentée. Ce qui fait qu'elle peut se retrouver le fardeau d'un homme qui est peut-être moins fortuné et qui va devoir se la gérer financièrement, la loger quelque part avec des domestiques, etc. Ce qui fait que elle, enfin son père, il appartient à la petite gentry, à la famille Linton, mais si on le... Elle peut se retrouver en fait aussi prise en charge par quelqu'un qui n'est pas de la petite gentry. Et je pense que ça peut arriver ça. Je pense que ça peut arriver. Donc, Edgar Linton, quelque part, en fait, il fait son boulot de papa, à savoir oula, moi je me sens pas en bonne santé, je vais pas tarder à y passer, faut que ma fille ait quelqu'un sur qui compter. Et est-ce qu'il n'est pas pris dans une espèce d'urgence aussi parce qu'au final, ils ont quand même des vies vachement recluses. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui existe en dehors de la grange et des hauts de Hurlevent. Autant pour la famille Linton qui est à la grange que pour la famille maintenant Heathcliff qui est au haut de Hurlevent. Donc famille Heathcliff, anciennement Earnshaw. Et j'ai vraiment une grosse impression de réclusion en fait, de huis clos dans ce bouquin par rapport à ces familles. On n'a même pas été à Jimerton. Il y a le village qui est à côté qui s'appelle Jimerton. Les domestiques, elles y vont pour aller faire des courses. Euh, Mis à part de temps en temps le maître des lieux, donc ça pouvait être Heathcliff, ça pouvait être Inlay. Euh, Edgar Linton, j'ai pas le souvenir qu'il soit allé à Jimerton. J'ai l'impression que pas grand monde ne va à Jimerton chez les femmes, à part les domestiques, à part Hélène peut-être, ou Zilla. Ce qui fait que ils sont hyper reclus là. Donc je sais, voilà. Quelque part, Edgar Linton, est-ce qu'il aurait pas pu anticiper le truc? Ce qui aurait été difficile pour lui, c'était de peut-être essayer de conclure une alliance quand il a commencé à se sentir malade, aller voir un peu dans sa famille, essayer de trouver un mari qui tienne un peu plus le coup que Linton, pardon, que Linton, le fils d'Heathcliff, et surtout éloigner sa fille de Heathcliff parce que Linton, il a quand même déjà été, Edgar Linton, hein, il a quand même déjà été agressé par Heathcliff. Il le rend responsable de la mort de Catherine, il me semble bien, de Catherine mère. Donc quelque part, je me dis, oui, là, il est pris dans l'urgence, il fait son boulot de papa, de dire, bon, Linton, pourquoi pas, mon neveu, ça rapproche notre famille, en fait. Mais, autre part, après, je pense qu'il n'est pas au courant de tout au niveau de Heathcliff, mais moi, j'aurais une grosse tendance quand même à me dire, la petite, là, on va l'envoyer à Londres, par exemple.
Eh ben non. Mais du coup, si vous vous souvenez de vraiment le tout début, Catherine fille, est bien la veuve de Linton, le fils de Heathcliff. Elle est bien sa belle-fille. Ce qui veut dire que Linton et Edgar Linton vont décéder dans pas très longtemps là. Et ça m'attriste quand même. Bon, Linton, c'est pas un personnage, le fils de Heathcliff, c'est pas un personnage que je tiens très fort dans mon cœur parce que, bon, oui, il est malade, mais je le trouve quand même sacrément con. Il est hyper égocentré, mais quelque part c'est normal. Je pense que c'est l'éducation qu'il a eue avec sa maman. Et je pense que là encore, on avait un espèce de huis clos où il y avait Isabelle Linton, donc la sœur d'Edgar, et son fils. Et comme il était maladif, elle a dû lui passer tout. Il a manqué peut-être d'une autorité paternelle, masculine. C'est hyper sexiste ce que je dis. Et elle a fait ce qu'elle a pu aussi, je pense, Isabelle Linton, sachant qu'elle était quand même vachement isolée. Je pense qu'Edgar Linton lui envoyait un petit billet de temps en temps, histoire qu'il crève pas la dalle, mais moi je trouve ça tristou, tristou, quoi. Je trouve ça... Ouais, c'est pas bien joyeux. Et on a un peu un aperçu là aussi de Catherine, pas Catherine, de Nelly, qui commence à vieillir. Tu sais, elle a dit que quand, quand Heathcliff la frappe, elle est essoufflée, tout ça. Et Catherine, Lin- Catherine Linton, qui s'est pris deux gifles là par Heathcliff, c'est une gamine qui a été vachement protégée aussi, qui du coup capte pas. Puis la violence du truc, il l'a amené vers elle, il l'a amené vers lui, il l'a bloqué et il l'a giflé. Souvenez-vous un peu de comment il est décrit. Heathcliff, comme Ayrton, Heathcliff, il est décrit comme c'est un ours quoi. C'est une masse. Donc, je suis désolée, je trouve que ça n'excuse pas en fait. Oui, il a eu une vie de merde parce qu'il a tout perdu quand son père d'adoption est mort. Inley l'a fait chier au possible. Il a perdu Catherine, il s'est pas marié avec la femme qu'il aimait. Mais merde, bah je sais pas, passe à autre chose un moment. Reste pas là-dessus. Et je suis désolée, et j'ai vachement du mal je le comprends, hein. Je comprends ce personnage, je comprends comment il agit, je trouve qu'il est bien écrit. Mais il est... C'est un bileux, quoi, comme on dit. C'est un mec qui est tout le temps dans le marasme de tout ce qu'il a perdu et de sa vengeance, quoi. C'est un déchet sur pattes, ce mec-là. Je peux plus, hein. Enfin, je peux plus. Je vais aller jusqu'au bout, hein. Et je l'ai déjà écouté, ce livre-là. Mais j'ai vachement de mal, hein. Il reste 50 pages, d'ailleurs. Il reste 50 pages et on est à 81% et il reste, je crois, 3 séances. Ouais. Une séance de 3 chapitres et 2 de 2. Et 2 de 2. Mais donc j'ai vraiment du mal à avoir de l'empathie pour lui parce que il est quand même globalement à gerber, je trouve, comme personne. Je... Ouais. J'arrive pas. J'arrive pas. Pourtant, il y a d'autres personnages comme ça. Enfin, il a fait partie de ma vidéo sur les cons. Là, j'aime les cons. Peut-être pas tant que ça. Euh, on va dire c'est un type de personnage que j'aime bien. J'aime bien parce que c'est bien fait, tout ça. Mais comme personne, il est à chier. Sérieusement, ça serait quelqu'un que je connaîtrais, je le fréquenterais pas. Je, enfin, c'est juste pas possible. Bref, je trouve ça quand même méga triste. Puis, vous avez vu à quel point il est prêt à mettre des choses en place pour mettre ses plans à exécution. Parce que là, il est grosso modo quand même. Bon, c'est pas tout à fait de l'enlèvement parce qu'elles sont venues de leur plein gré dans la maison. Il les a bien eues aussi au passage, hein, genre allez, accompagnez mon fils, là il est malade. Et j'avais oublié en fait qu'il y avait une espèce de séquestration comme ça. Je pensais tout bêtement qu'il avait demandé à Catherine d'accompagner son fils pour pouvoir discuter avec Nelly. Et le truc que j'aime bien, c'est que ni Catherine ni Nelly
ne se laisse démonter. Et je trouve ça vraiment cool. Mais après, clairement, face à ce mec-là, elles font pas le poids physiquement. Enfin là, physiquement, à part prendre le tisonnier et puis essayer d'y aller un peu en mode gros bourrin, mais c'est un ours en face. Donc Catherine et Nelly, toutes les deux, pourquoi pas, très énervées, très apeurées. Linton, il servait à rien, clairement. Mais puis il a tellement peur, Linton. Autant c'est un personnage que j'aime pas, autant... Enfin, c'est un personnage que j'aime pas, mais c'est un personnage pareil que je trouve très bien écrit. Je trouve qu'ils sont tous très bien écrits, ils sont tous authentiques. C'est un grand point un grand point fort de l'écriture d'Emily Brontë. Euh, je trouve qu'on n'est pas tant que ça dans le too much, dans le drama. On pouvait l'avoir un peu, par exemple, dans Raison et Sensibilité avec pas Elinor, avec Maria ou Marianne, qui à un moment, ah si, on a eu une période de drama avec Catherine mère. Catherine fille, elle n'a pas le même caractère. Mais dans Raison et Sensibilité, on a une jeune fille qui est plus jeune déjà, qui sort de l'adolescence, qui est très amoureuse, très romanesque et tout ça, et qui se laisse complètement emporter par ses émotions et compagnie. Alors je pense que dans les livres de l'époque, il y a beaucoup de choses comme ça par rapport à la mentalité, au psychisme féminin, parce que il commence à y avoir l'émergence de la psychiatrie, je pense, où on commence à essayer de soigner les malades, et il y a la naissance de l'hystérie. Par là, hein. Je le situe à peu près par là, donc pour moi j'ai l'impression qu'on le voit un peu tout le temps. J'ai eu l'impression d'avoir lu dans Dracula d'ailleurs, euh, peut-être un peu avec Carmilla aussi. Je sais plus, Joseph Sheridan Le Fanu. Je l'ai appelé John pendant je sais pas combien de temps, jusqu'à ce que je me rende compte, genre la dernière fois que dernier enregistrement, genre ah merde, mais il s'appelle Joseph. Ça sonne mieux John. Bref, Heathcliff, eh ben je lui souhaite pas du bien. Je lui souhaite pas du bien. Alors, je sais que c'est un livre qui est lourd. Donc si par exemple ces temps-ci vous allez c'est un livre qui est lourd, mais c'est un livre qui ne finit pas que dans la catastrophe. On n'est pas dans la tragédie grecque où tout le monde meurt et tout le monde est malheureux à la fin. On est dans une mi-tragédie grecque où il y en a une partie qui meurt ou qui est malheureux à la fin et d'autres où ça va. On est dans un truc un peu doux amer, comme la fin de Game of Thrones qui est promise. Mais on est dans quelque chose de plutôt doux, amer. C'est juste pour vous rassurer parce que euh, je, vu l'intensité du livre, en fait, si on finit par ils meurent, ils sont tous décédés à la fin, moi ça me gonflerait en fait. Je pense qu'un truc avec une telle intensité émotionnelle, et je trouve que c'est pas tout le temps le lourd comme ça. C'est pas tout le temps lourd. Il y a des moments où c'est un petit peu plus doux. Les chapitres sont plus mignons. Enfin, il y a un petit peu de douceur et de bonté là-dedans. Et après, vraiment, enfin, elle nous remet un taquet. Mais je trouve que c'est pas de bout en bout. Avant de conclure, je voulais juste vous dire que je vais le répéter sûrement sur plusieurs vidéos, donc vous zappez hein, si ça vous saoule. Là, il reste, pour Léo de Hurlevent, il reste 3 dimanches. On arrivera au moment où je vais passer ma certification, donc c'est possible que je fasse une pause d'une semaine, probablement 2, parce que c'est juste que j'anticipe le stress que je risque d'avoir, alors que clairement, je pense que c'est facile. Mais j'anticipe le stress et le fait d'être un petit peu débordée, et parce que, en fait, avec mon anxiété, j'ai l'impression que je vais avoir des périodes où je vais stresser et des périodes où je vais être très fatiguée. Ce qui fait que si je me trouve encore plus débordée, ça va m'apporter du stress en plus. Donc je me dis, on va y aller cool, je me stresse pas. Donc, il va rester 3 dimanches Léo Hurlevent. Il y aura probablement une pause de 15 jours après. Et ensuite, je vais lire il y a un livre court de Colette qui s'appelle Sido.
qui est en 3 chapitres. Donc si j'ai bien compris, c'est un livre court, hein, c'est une novella, qui va se lire en 3 fois. Et il y a Les Vrilles de la Vigne, qui est un recueil de nouvelles, où là, à vue de nez, je vais le lire en 4 fois. Je vais essayer de pas... quand il y a des recueils de nouvelles ou de contes, je vais essayer de pas en faire plus que 4 par lecture, parce que, même si c'est court, parce que, à part pour les mille et une nuits, parce que c'est chiant au niveau découpage, mais s'il y a des trucs, si je vous balance en fait 5-6 textes, même si c'est des choses qui sont courtes, ça va être chiant à dépioter derrière. Donc je préfère par 4 à peu près, ça le fait. On verra. Et j'ai décidé aussi, quand je vais finir les contes là, de Hans Christian Andersen, pour les contes de Hans Christian Andersen, je crois qu'il reste... Il reste 4 fois. Ça va le faire. Il reste 4 fois, donc là aussi je ferai une pause. Je ferai peut-être une pause avant la fin de Andersen, c'est pas bien grave. Et j'ai trouvé en fait un recueil de contes populaires slaves qui a été traduit par... Je l'ai fermé, je sais plus où il est. Traduit par Louis Léger. Et c'est un livre qui est assez conséquent. Et... Enfin, assez conséquent. Je pense que en 1 mois et demi, 2 mois, ça peut être lu. Donc c'est des contes slaves, donc de différents endroits des pays de l'Est. Pays de l'Est de 1800 et des bananes. Donc c'est plus les pays de l'Est d'aujourd'hui. Je m'arrête là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Lisez tout plein, rêvez tout grand, profitez du week-end, reposez-vous et on déstresse. Salut.